Franc-parler, le rendez-vous de l'actualité. Sans langue de bois, sur Espace. Une personnalité de premier plan pour s'exprimer sans filtre sur l'actualité ou sur un moment fort de sa carrière. 52 minutes de vérité, de débat et de confidences exclusives. Le franc-parler, la parole est libre, la vérité s'invite sur le plateau. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez bien le franc-parler sur Espace TV, 52 minutes d'actualité et d'analyse sans concession, sans langue de bois, comme vous en avez l'habitude avec Lamine Guérassi que j'ai le plaisir de remplacer ponctuellement. Et aujourd'hui, un sujet un petit peu plus léger que d'habitude. On met le cap sur la gastronomie aux mille couleurs, riche de saveurs ancestrales, mais résolument tournée vers l'avenir. La cuisine africaine, plus qu'un simple plaisir du palais, l'alimentation est devenue un enjeu de santé publique et de durabilité. Alors, comment les traditions culinaires du continent africain peuvent-elles répondre aux défis nutritionnels d'aujourd'hui entre super aliments méconnus comme le fonio et la gastronomie moderne? Nous allons explorer ce patrimoine exceptionnel. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux des initiateurs, des promoteurs de la Semaine African Food, un événement qui va faire vibrer la région parisienne du 24 au 31 mai prochain. Je suis avec Mohamed Gassama, bonjour. Bonjour Fabrice, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va. Consultant pour le cabinet Kemad Solutions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, votre partenaire, votre associé, on peut dire, dans cet événement important qu'est la Semaine African Food. Michel Fossard, bonjour. Bonjour Fabrice. Fondateur de cet événement, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, je commence par vous, puisque vous êtes le fondateur, l'initiateur de la Semaine African Food. Elle démarre le 24 mai. Quel a été pour vous l'élément déclencheur pour créer cet événement? Pourquoi était-il crucial de le faire? Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que nous sommes depuis maintenant un certain nombre d'années dans l'agrobusiness en Afrique, et en particulier à travers mes activités d'une ONG économique qui s'appelle la VUSME, on s'était rendu compte que les PME africaines avaient besoin de soutien pour le financement. Et donc nous avons mis en place une structure qui s'appelle Agrofinancement Africa, qui a été complétée par un réseau de jeunes diplômés dans le domaine de l'agriculture. Et c'est un réseau qui s'appelle Obligations économiques. Et à partir de là, nous avons développé des relations dans une dizaine de pays. Ces efforts, nous avons trouvé ça tout à fait louable, mais on a considéré que pour tout ce qui était la chaîne de valeur, avec en particulier le développement d'activités agroalimentaires, les chefs africains, ici en France, pouvaient être d'excellents ambassadeurs. Et donc, c'est venu de cette idée-là, complétée par le fait que, quand vous regardez la cuisine africaine, on se trompe, puisqu'il faut parler plutôt des cuisines africaines. Et quand on parle cuisine africaine, ce n'est pas aussi bien logé que la cuisine japonaise ou la cuisine vietnamienne ou par exemple la cuisine marocaine. Et donc on a trouvé que les Français ne connaissent pas suffisamment les aliments, ne connaissent pas suffisamment les recettes de cuisine, et qu'il y avait donc un effort particulier pour rapprocher tout ce monde des cuisines africaines. Alors, donc cette cuisine africaine, elle est d'une certaine façon peut-être, Mohamed Gassama, sous-cotée, moins considérée que les autres gastronomies. Ces cuisines, même comme vous le disiez, Monsieur Fossard, c'est un problème que vous avez identifié dès le départ, cette, pas invisibilisation, mais cette espèce de méconsidération de la cuisine africaine. Surtout, elle est connue par quelques types d'aliments et quelques types de plats que je pense que si on fait un sondage auprès des Français, on va tout de suite dire le tieb, on va dire des choses comme ça, le mafé, tout ça. Mais finalement, toute la richesse de cette cuisine-là n'est pas assez connue, n'est pas assez mis en valeur. Et donc, justement, avec Michel Fossard, on s'est dit qu'il faut pouvoir explorer d'autres champs des possibles et surtout montrer que certains aliments africains sont, comme on le dit, healthy, donc qui sont bons pour la santé, comme vous l'avez dit tout à l'heure en propos liminaire avec le fonio. Et donc il va falloir justement faire en sorte que cette chaîne de valeur qu'on veut créer en Afrique,
en Europe puisse se développer, puisse être connu et que les acteurs économiques s'y intéressent et qu'on ait un vrai lobby autour de ça. On connaît beaucoup le quinoa. Moi, je pense qu'il faut aussi faire le lobby autour du fonio et d'autres aliments comme aussi le manioc ou des choses comme ça. Donc vraiment, il y a, je pense, un champ à explorer et surtout à promouvoir. Alors, on va aller plus loin dans la discussion, mais je vous propose de regarder une vidéo qui est un teaser de cette semaine African Food. On regarde. Alors, cette cuisine, ces cuisines africaines, effectivement, sont parfois cataloguées. Il y a quelques plats, comme vous disiez, qui sont des plats typiques pour certains connaisseurs ou moins connaisseurs de la cuisine africaine. Est-ce que c'est un problème, Michel Fossard, que ce soit identifié, que les cuisines africaines soient identifiées à 2-3 plats d'Afrique subsaharienne? Vous-même, vous parliez du Maroc comme si on n'était pas dans un tout, alors qu'effectivement, c'est un tout. Les cuisines d'Afrique de l'Est, par exemple, d'Éthiopie, qui sont extrêmement riches, extrêmement variées et pourtant très méconnues en Occident. Oui, notamment. Je crois que c'est effectivement mal connu. D'abord, il faut se dire que l'Afrique, c'est un continent. Donc, il y a 54 pays, on pourrait dire qu'il y a 54 nuances de cuisine. Donc ça, c'est à prendre en considération. Ce que je dirais assez souvent, c'est que l'Afrique est à 12 km de l'Europe et on a l'impression que c'est dans la Lune. Les Français, par exemple, comme les Européens, connaissent mal la géographie de l'Afrique, connaissent mal l'histoire des peuples, connaissent mal aussi les aliments, connaissent mal donc la cuisine. Et donc il y a un gros effort à faire, mais avec aussi une réflexion, notamment à travers les chefs, sur ce que je dirais d'abord une cuisine saine, et donc même ce que disait Mohamed, une cuisine qui repose sur, je dirais, des valeurs, c'est-à-dire notamment les super aliments. Vous savez qu'on classe notamment 7 super aliments dans le classement ONU au niveau de l'Afrique, sur une cinquantaine d'aliments. Et je dirais que cette année, nous avons pris en vedette le fonio, de façon à ce que les Français connaissent mieux cette céréale ancestrale, mais qui, à mon avis, a promis un grand avenir. Il faut donc aussi montrer les recettes possibles avec un aliment, faire en sorte que des populations ici en France reconnaissent je dirais, l'intérêt de certains de ces aliments, puisque quand on prend le fonio, par exemple, c'est sans gluten. Donc c'est bon pour des gens qui ne peuvent pas supporter le gluten. C'est bon aussi pour les personnes qui vont, je dirais, à travers le fonio, arriver à traiter certains problèmes digestifs. Donc il y a là des propriétés qui sont connues et qu'on peut faire passer à travers les recettes. Et puis résoudre aussi un problème aussi de santé publique dans la consommation alimentaire aujourd'hui, c'est que malheureusement ce qu'on consomme souvent en Occident, mais de plus en plus aussi dans les grandes villes africaines, est beaucoup trop transformé, beaucoup trop chimique, et qu'aujourd'hui on a des produits qui sont un peu plus naturels, qui peuvent être mis en avant. Oui, tout à fait. Moi, je dirais que je m'applique à moi-même ces recettes. C'est-à-dire qu'en faisant mes voyages en Afrique, j'ai découvert toute une série de produits, comme par exemple le moringa, comme par exemple le baobab, qui est riche en vitamine C et en calcium. Il y a comme ça toute une série de produits qu'il faut, je dirais, faire l'effort pour les Français de les approcher, de les connaître, et rien que de tel, de partager un repas pour augmenter ses connaissances. Et la semaine African Food est un peu placée dans cet objectif, c'est faciliter des échanges, des rapprochements. Mohamed Gassama, les
chefs africains sont mis aussi à l'honneur pendant cet événement. On a un chef, Christian Abégan, qui est un peu l'une des figures centrales de cette édition. Quel rôle jouent les chefs dans la transmission de ce patrimoine? Est-ce que vous n'avez pas peur que impliquer des chefs qui sont souvent plus dans la cuisine très gastronomique, très, comment dire, la haute cuisine, n'éloigne pas de l'objectif initial de populariser, de rendre grand public les cuisines africaines? Au contraire, quand vous parlez avec le chef Abégan, il est passionné par ce qu'il fait. Moi, quand j'ai discuté on avait discuté avec Michel pour initier cette semaine de l'African Food, il nous expliquait comment tout ce qui est aromatisation, tous les goûts, comment mettre les saveurs en avant et ne pas utiliser, par exemple, des bouillons qui sont ultra transformés. Et il nous expliquait comment faire un bouillon avec des matières nobles et des matières simples. Et donc, ce sont des alchimistes. Et c'est ça qu'on a mis... qu'on a vécu, qu'on a revu et qu'on a analysé. Et c'est ça qui met en avant le chef Abégan. Il y a aussi le pâtissier du désert qui fait des desserts somptueux avec la cola, qui est un aliment, un fruit amer. Et justement, l'amertume, il nous le fait redécouvrir en disant que c'est un goût avant tout. Et donc, c'est pas quelque chose qui est pas bon, c'est quelque chose qui est un goût, et donc il faut le redécouvrir. Et ces desserts avec la cola, ils sont vraiment... j'ai goûté ça il n'y a pas longtemps, et c'est sublime, c'est vraiment très bon. Et donc voilà, donc on a des personnes qui font de la recherche culinaire avant tout, et qui sont aussi dans la vulgarisation de ces cuisines-là et faire en sorte que le plus grand nombre puisse y accéder. On va, par exemple, dans la semaine African Food, permettre aux élèves, dans le 20e arrondissement, avec la caisse des écoles, dans les cantines, avoir accès à cette nourriture-là et donc leur faire découvrir d'autres goûts que ce qu'ils ont l'habitude de manger dans les cantines. Alors, vous avez donné une conférence de presse il y a quelques jours, rue de la Boétie, et en observant, moi je suis allé regarder, je n'y étais pas malheureusement, mais j'ai regardé l'événement en ligne, en observant un petit peu les dynamiques des observateurs, les personnes présentes, j'ai eu l'impression que l'enjeu dépasse la simple dégustation. Est-ce qu'il s'agit d'une offensive diplomatique par l'assiette, si je peux me permettre l'image? Oui, alors c'est une offensive diplomatique. C'est-à-dire que nous, à travers cette manifestation, nous cherchons à rapprocher l'Europe de l'Afrique. Nous pensons qu'aujourd'hui, comparé par exemple à l'Amérique du Sud, l'Afrique n'est pas assez visible sur le plan de ses productions agricoles et agroalimentaires. Pourtant, il y a des similarités. Le manioc, c'est un aliment qui vient d'ailleurs d'Amérique du Sud et qui est très consommé là-bas aussi. Je dirais que le fait d'être un peu en dessous des radars tient au fait qu'il y a encore des efforts importants à faire pour, je dirais, développer l'agriculture africaine dans un certain nombre de pays. Ça nécessite des capitaux et des talents. Nous pensons que des capitaux, il y en a ici en France, en Europe, et nous espérons que par cette diplomatie à travers l'assiette, des gens vont s'intéresser pour investir dans des activités d'agrobusiness en Afrique. Vous parliez pendant cette conférence, vous avez insisté sur la traçabilité des produits. Comment on peut garantir, quand ces cuisines commencent à avoir le vent en poupe, comment on peut garantir la traçabilité du fonio, des épices, notamment utilisées durant cette semaine ou globalement, et le fait qu'elles profitent réellement à ceux qui sont à l'origine, les agriculteurs en Afrique, notamment M. Gassama? C'est vrai que le marché européen est un marché normé. Michel parlait tout à l'heure des accords commerciaux entre l'Amérique latine et l'Europe, ou le Canada avec l'Europe, ou la Nouvelle-Zélande avec l'Europe, et toute une question de normes qu'on doit mettre en concordance, et que justement les marchés puissent et que surtout les producteurs puissent travailler ensemble. Et donc ce travail-là, c'est ce qu'on fait avec l'African House aussi présentement, c'est de justement faire en sorte que les entrepreneurs, les agri-entrepreneurs qui sont en Afrique, on puisse leur donner justement connaissance de ces normes en Europe, qui sont parfois, c'est vrai, drastiques,
et qui sont parfois aussi abscons. Donc il faut vulgariser cela auprès de ces entrepreneurs-là. Et ce travail-là de finesse, il est très important parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va rendre visible ces super aliments et qu'on va créer cette chaîne de valeur qui va pas effrayer finalement les distributeurs en Europe et qui va faire en sorte que nous faisons des cercles vertueux économiques pour que nos agriculteurs en Afrique, nos distributeurs, nos grossistes en Afrique puissent vendre justement le fonio ou le mil, les farines africaines ici en Europe sans avoir cette appréhension de est-ce qu'on va vendre des produits qui ne sont pas bons ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un travail de finesse et un travail très professionnel parce que c'est aussi ça qui est important et aussi un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, de lobbying auprès des acheteurs européens. Mais c'est du lobbying, oui, monsieur Michel Fossard, et je reposerai une question de relance, allez-y. Oui, ce que je voulais, c'était compléter le propos de Mohamed. Nous avons avec African House for Entrepreneurship un partenariat avec la PAV, qui est installée aussi en Afrique et qui travaille donc sur les certifications, sur les normes ISO, etc. Et donc, nous travaillons avec nos associations obligations économiques à familiariser les PME avec cette procédure. Et je dirais qu'on n'est pas les seuls, mais nous allons par exemple avoir une conférence le 24 mai avec le Haut Commissariat aux diasporas qui sera sur des coopératives féminines allant dans le sens de la normalisation et de l'obtention de ces certifications. D'accord. Alors, moi, ce que vous avez dit m'évoquait une autre question parce qu'au final, en fait, il y a une part de politique autour de la diplomatie de l'assiette, comme on disait. Il y a des accords de libre-échange aujourd'hui, notamment le Mercosur, on parle beaucoup dans l'actualité entre l'Europe, l'Amérique latine, le Canada, il y a des accords aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas des accords de libre-échange pour pouvoir justement exporter un peu plus de produits spécifiques ? Et là, il n'y aurait peut-être pas la complainte habituelle d'exporter au bout du monde ce qu'on a déjà ici, puisque ce seraient des produits nouveaux, des produits qu'on ne cultive pas forcément en masse en Europe. C'est important ce que vous dites parce que la colère, par exemple, des agriculteurs ici en France, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes standards. En Amérique latine ou en Europe. C'est-à-dire qu'on ne produit pas, je sais pas, le blé de la même façon, on ne produit pas le soja de la même façon, on n'élève pas les bœufs de la même façon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une distorsion entre le standard latin de l'Amérique latine et le standard européen. Et à contrario, et ça je pense que c'est ça qu'il va falloir explorer, c'est qu'en Afrique, je pense que les standards de production sont beaucoup plus proches de ce qu'on fait en Europe que de ce qu'on fait en Amérique latine. Et donc il va falloir justement travailler avec, comme vous l'avez dit, les décideurs européens et les décideurs africains pour justement voir finalement comment on peut avoir des traités d'échanges commerciaux entre les deux continents. Michel le disait tout à l'heure, il y a 12 kilomètres qui nous séparent. Enfin, nous sommes voisins. Hein, on le sait en Afrique, hein, le voisinage, c'est important. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Je pense qu'il faut aussi de la volonté politique, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, et cette volonté politique, c'est par des actions comme African Food qu'on peut les initier et en tout cas apporter cette petite graine auprès des décideurs. Je voulais qu'on parle d'un autre aspect, ce qu'on appelle vulgairement le food washing, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de grandes enseignes utiliser le marketing de l'exotisme, de produits venus d'Afrique. En quoi votre démarche de la Fédération des obligations économiques protège-t-elle l'authenticité des produits africains contre une forme de récupération des grands industriels qui, dans les grandes surfaces, commencent déjà aussi à ouvrir les yeux sur l'intérêt que représentent ces produits? Alors, je dirais que nous, notre ADN, c'est de travailler avec les PME. Donc tout ce que l'on fait que pour des entreprises africaines, c'est avec des entreprises PME du secteur de l'agrobusiness. Ce qu'il faut, si vous voulez, c'est que ces entreprises soient au bon niveau, hein, certification, traçabilité, etc. Mais je dirais que d'origine, les produits sont en général de très bons produits. Ça, c'est une chose. Et je dirais que si on prenait par exemple un exemple sur les céréales, bon, vous voyez qu'en Europe, aujourd'hui, on parle du cadmium.
Et donc, on fait toute une histoire sur le blé est en fait porteur de maladies. Bon. Quand vous prenez le fonio, vous avez un produit qui est sain. Même s'il n'a pas été, par exemple, certifié bio, déjà, il est naturellement bien. Et ça me semble être un point très important. Et je pense que des gens avisés, qui font bien attention à ce qu'ils mangent, et on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez 1 personne sur 2 qui fait attention à ce qu'elle mange, eh bien, ils vont dire « Ah, je vais peut-être mettre un peu de côté le blé classique, et puis je vais prendre une céréale comme le fonio. » Donc ça, je pense que c'est un point important. Un élément que je trouve stratégique sur le plan marketing des produits africains, de l'agroalimentaire, en direction de l'Europe, c'est le fait que nous avons une population senior. Bon. Cette population senior, qui est de plus en plus importante, de plus en plus influente, on dit, etc., a du temps, a de l'argent, et elle a une préoccupation de sa santé. On réfléchit un peu moins à sa santé quand on a 25, 35, 40 ans, beaucoup plus quand on a 65, 70, 75, etc. Et je peux vous dire que là, il y a un marché énorme. Énorme. C'est-à-dire que tous les produits dont on parle, notamment les super-aliments, mais aussi les autres produits qui sont autour, eh bien, je suis relativement persuadé que l'avenir pour l'agrobusiness africain des PME, il est là. Et les seniors sont très avisés et ils ne vont pas forcément aller vers des produits dits de grands groupes, mais ils vont chercher la traçabilité. Oui. Parce qu'ils aiment savoir qui a produit ça, qui ensuite l'a transformé, qui le vend. Et donc, et le fait qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible entre celui qui cultive et celui qui vend. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'on doit tous réfléchir à cette idée-là, les seniors. Bon. Le deuxième point qui me paraît important, c'est qu'on parle assez souvent de la sécurité alimentaire en Afrique. Je pense qu'on va de plus en plus parler de la sécurité alimentaire en Europe. Nous avons d'ailleurs le 30 mai une conférence avec un représentant de l'OCDE, un représentant de la Fondation Farm, et puis aussi un expert en géopolitique agricole. Et ce débat va reposer sur quelque chose de très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans la présentation de ce qu'on appelle les empires, l'empire américain, l'empire chinois, l'empire russe, comment l'Europe va se positionner par rapport au fait qu'on a une population de l'ordre de 444 millions de personnes et qu'on risque d'avoir une partie de nos terres gelées. Si je prends des pays qui ont vraiment aujourd'hui une préparation par rapport à cette idée d'être envahis par un ennemi, eh bien, je dirais qu'en allant vers le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, les pays baltes, très certainement, comme on l'a vu en Ukraine, la production agricole sera perturbée. Et là, il faut qu'on s'y prépare dès maintenant. C'est-à-dire qu'on a peut-être 5 ans devant nous pour mettre en place des relations économiques saines entre l'Europe et l'Afrique. Et je dirais que là, c'est une opportunité exceptionnelle pour que l'Afrique puisse vendre ses produits de façon, je dirais, normale. Et avec les PME, on a là la possibilité de développer un tissu économique à travers un ensemble de pays d'Afrique qui va rééquilibrer l'ensemble, je dirais, de l'aspect géopolitique du continent. Et du coup, M. Gassama, est-ce que le fait d'avoir une industrialisation de masse peut servir ce marché de l'agroalimentaire africain? Et bien sûr, la question de la souveraineté alimentaire, le fait de ne pas dépouiller non plus les terres d'Afrique. Oui, il y a un enjeu de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut que les productions qui sont faites localement en Afrique puissent déjà aussi nourrir les Africains. Enfin, c'est, je pense, un objectif premier. Et ensuite, par cet échange commercial que l'on peut nouer avec les deux continents, ça monte les standards de production et justement d'industrialisation. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi, je pense qu'à l'orée de la transition écologique que l'on connaît à l'heure actuelle, il ne faut peut-être pas imiter le modèle productiviste
que l'on peut avoir par exemple en Amérique latine ou même en Europe. Je pense qu'il faut que l'Afrique aussi invente ses propres moyens de production pour que ne pas justement obérer la terre et ce qu'on peut donner aux générations futures. Donc moi je pense qu'il y a un modèle à réinventer et notamment ce que moi je promeus souvent, c'est l'économie circulaire, d'avoir une approche vertueuse de la production agricole et agroalimentaire. Alors, la région parisienne, c'est une terre de tourisme, on le sait, Paris surtout. Est-ce que l'objectif de cet événement, c'est de faire de Paris une forme de capitale européenne de cette gastronomie africaine moderne? Non, je dirais que c'est plutôt une porte d'entrée. Nous, dans notre esprit, pour maîtriser la situation, cette semaine African Food 2026 se situe sur Paris, dans des arrondissements comme le 20e, le 18e, le 14e, le 8e, le 7e, etc. Et puis quelques communes limitrophes, comme par exemple le Valois-Perret. Mais notre idée, bien évidemment, c'est l'année suivante d'avoir une extension dans des capitales régionales, mais surtout, assez rapidement, et avec une préparation dès 2027, c'est d'aller vers d'autres capitales européennes. Car je dirais qu'il ne faut surtout pas que la France se positionne comme ambassadeur de l'agroalimentaire africain. On doit jouer une carte européenne. Et on doit d'autant plus jouer cette carte européenne que, comme je l'ai souligné, nous pouvons penser que dans les années qui viennent, il y aura un problème de sécurité alimentaire en Europe. Il faut donc aller voir tous ceux qui sont notamment dans l'Europe du Nord et qui vont recevoir le message, je dirais 5 sur 5. Et ce sont des pays qui ont de l'argent, il y a même beaucoup d'argent, et il y a de l'argent privé. Et c'est cet argent privé qu'il faut canaliser et orienter pour partie, dans le développement de l'agrobusiness africain. Monsieur Gassama, sur le déploiement donc, de cet événement, vous avez choisi donc Paris et sa banlieue. Est-ce que justement l'enjeu, ce n'est pas au-delà d'aller vers ceux qui justement n'ont pas d'épicerie de produits africains en bas de chez eux? Évidemment que là, on initie un véritable événement qui, je pense, va marquer l'histoire. Et ensuite, on a déjà pris contact avec d'autres localités, d'autres communes qui sont intéressées. Mais comme on le sait, il y a les contingences de temps pour organiser les choses et parfois de logistique. Donc il faut y aller step by step, comme on dit en anglais. Donc on a pris contact avec d'autres communes, mais je pense qu'en 2027, il y aura sûrement Paris et peut-être la région Picardie, enfin pas Picardie, Hauts-de-France maintenant, et d'autres. Donc oui, il faut y aller par effet concentrique. Et on connaît Paris, et après on va s'étendre un peu plus. Et c'est surtout capitaliser sur cet événement-là et montrer qu'il y a une vraie résonance auprès des populations. Alors revenons sur l'événement lui-même. Quels vont être, Michel Fossard, les temps forts de cette semaine African Food selon vous? Alors les temps forts, c'est je dirais du dimanche 24 au dimanche 31. Et il se passe quelque chose tous les jours. Donc, les principaux événements, c'est à la fois de toucher la presse française, donc ici au niveau de Paris, en leur proposant des parcours. Ces parcours peuvent passer par une école, ou par exemple dans le 13e ou dans le 20e arrondissement, on va par exemple servir 13 000 repas aux enfants, donc ça peut intéresser un journaliste. Ça peut être dans le 18e arrondissement de voir un atelier avec des enfants de 10, 12 ans, 12, 14 ans. Par exemple, rue Championnet, on aura 4 ateliers sur farine africaine et salade de fruits avec des fruits africains. Et puis, on a eu l'opportunité aussi de pouvoir se mettre en place sur, je dirais, ou des marchés, ou des places publiques. Donc, par exemple, à Levallois, on est au marché couvert Barbus. Si on prend, par exemple, le 20e ou le 18e, on est sur la place Édith Piaf, la place aussi Grignier. Dans le 18e, c'est par exemple le marché de l'Olive, etc. Donc, il y a une possibilité d'aller à la rencontre du public. Ça nous semble être un point très important. À côté de ça, nous avons des dîners
Donc, par exemple, chez un chef bien connu comme Pierre Sirouet dans le 7e arrondissement. Aussi des dîners organisés dans des endroits qui se prêtent, je dirais, à un côté à la fois festif et, je dirais, récréatif sur le plan de la cuisine. Et donc, tous ces événements, c'est à peu près 15 lieux différents, et on a au total une trentaine de lieux. On a voulu aussi ajouter aux nourritures terrestres les nourritures intellectuelles. Donc nous avons un cycle de conférences le 30 mai au 55 rue La Boétie, et puis nous avons aussi des conférences le 24 mai au pavillon Lucien Paye, qui se trouve à la Cité internationale de l'Université de Paris, au moment où c'est la fête de la cité, donc il y aura beaucoup de monde, un grand brassage de population. Et le message, le slogan pour vous, Monsieur Gassama, d'insister sur l'aspect healthy, en quelque sorte, cette cuisine africaine méconnue, encore méconnue en France pour beaucoup, protège mieux la santé pour bon nombre de nos concitoyens ici que ce qu'on a l'habitude de manger d'industriels devenus des fast-food. Alors là, on n'en parle même pas. Bien sûr. Oui, c'est important, je pense, à l'heure actuelle, d'avoir une approche ici, et on va parler français, mais d'avoir une nourriture saine. Saine, oui. Voilà. Et c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de santé publique, avant tout. Notre patrimoine ou capital de santé réside beaucoup dans les assiettes. Et donc, si on arrive à avoir une approche très précoce auprès des gamins sur justement la bonne nourriture, et là, avec ce prétexte-là, on va leur faire découvrir le fonio, et les gamins vont devenir des prescripteurs auprès des parents. Et donc, on va... Mais au-delà, pardon, excusez-moi Oui. de vous couper pour ajouter, au-delà, Ouais. c'est aussi de comprendre quelles transformations sont possibles avec des produits comme le fonio. Est-ce qu'on peut faire des baguettes, par exemple, à base de fonio? Est-ce qu'on peut faire d'autres produits? Ouais. De parler de choses concrètes. C'est tout le travail, justement, qu'on fait avec les industriels. C'est-à-dire que les industriels, eux, ont une matière, et ensuite, ils voient ce qu'ils peuvent faire. Et c'est aussi d'où l'intérêt d'avoir des chefs qui vont aussi donner des préconisations sur l'utilisation de telle ou telle farine. Par exemple, le mil aussi, qui est aussi une farine importante en Afrique, le sorgho. Et comment on peut façonner ces farines-là pour en faire des aliments très peu transformés, mais qui apportent une valeur ajoutée dans nos assiettes et dans nos vies quotidiennes. C'est aussi ça, je pense, le message important de tout ce qu'on fait là, c'est vraiment de dire qu'on peut rentrer dans des schémas vertueux qui permettent justement de nous donner cette capacité à vivre sainement et à avoir des assiettes qui nous guérissent, parce que c'est ça aussi ce qui est important, et de ne pas se faire avoir par peut-être des industriels qui, eux, font la promotion d'aliments qui ne sont pas forcément sains pour notre santé. Michel Fossard, oui, vous vouliez rajouter? Oui, je dirais pour compléter que chacun pourra faire son marché à travers les cuisines africaines. Tout à l'heure, vous disiez gastronomie et simplicité des cuisines. D'abord, je crois qu'assez souvent, ça peut se rejoindre, parce que je fréquente des grands chefs, et ils disent tous que ce qu'il faut d'abord, c'est avoir des aliments de qualité. Et des fois, on peut faire une recette sensationnelle, mais en toute simplicité. Donc ça, c'est un point important. Et pour ceux qui vont utiliser ces produits dans leur quotidien, il faut savoir qu'il y a des recettes tout à fait accessible, tout à fait abordable. On en a mis un certain nombre, par exemple, sur le fonio, dans une petite brochure qu'on va diffuser sur le thème du fonio. Mais je voudrais aussi ajouter, à côté de tout cet aspect des produits sains, le fait que l'Afrique regorge d'épices, de produits qui permettent de travailler des saveurs. Et je pense qu'il y a là aussi un champ d'exploration, même pour la ménagère, toute simple, qui va pouvoir se livrer
à des accommodements, préparer ses plats en mettant un peu d'épices comme ci ou comme ça, et tout de suite ça donne au plat aussi, je dirais, une qualité. Et je pense qu'on ne doit pas négliger ce côté connaissance des épices au niveau de l'Afrique. Oui. Alors, une idée reçue qui me vient là, c'est aussi celle des bourses, du prix des aliments et des produits venus d'Afrique. Est-ce que parfois on a un blocage de la part du consommateur qui se dit que c'est forcément très cher, trop cher comparé à d'autres produits, alors que si on voit en comparaison aux produits qu'on achète dans des magasins bio, des produits en termes de qualité, de simplicité, qui sont similaires, mais qui peuvent être aussi chers, voire plus chers. Moi, je dis une chose, c'est qu'il faut que chacun puisse s'y retrouver. Autant le producteur que le distributeur, que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, les familles qui vont justement acheter ces aliments-là. Donc c'est un travail sur la chaîne de valeur qu'il faut effectuer. Donc chaque personne doit pouvoir s'y retrouver, du producteur au consommateur, et sans être dans l'excès. Et je ne pense pas que ce soit si cher que ça. Par contre, vous avez raison, le bio, parfois, coûte très cher et n'est pas forcément meilleur en termes de valeur gustative. C'est un label, au final. Ce sont souvent des labels ce qui renchérit souvent, c'est la com qui est fait autour de ça. Donc voilà, travaillons, je pense, sur justement les produits de qualité avec le producteur. Je pense que le producteur, lui, il a cet enthousiasme-là quand il arrive à exporter sa production au-delà de ses frontières. Et ensuite, cette chaîne que l'on crée, mais qui doit être une chaîne, comme je le dis, moi j'aime bien ce mot vertueux, où tout le monde s'y retrouve. Michel Fossard, oui. Oui, je voudrais compléter le propos en disant que, en définitive, non, c'est pas cher. Parce qu'il faut avoir en mémoire, notamment avec tous les produits alimentaires industrialisés, le fait qu'il y a toujours un gâchis alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui est très réel. L'autre aspect, c'est que par rapport aux produits africains, je dirais qu'on a du respect pour l'aliment, c'est-à-dire de ne pas le gâcher. Mais en même temps, on s'aperçoit que quand il peut y avoir, par exemple, une petite différence de prix, mettons les choses sur la table, si j'ose dire. Quand vous comparez le prix du fonio avec le prix du riz, on va dire, ah oui, mais le fonio est un petit peu plus cher que le riz. Bon. Mais en définitive, je dirais que le fonio nourrit mieux son homme. C'est-à-dire que vous arrivez à plus vite à satiété en ayant mangé une petite assiette de fonio. Et en même temps, je dirais qu'on a un comportement respectueux par rapport à la nourriture et donc pas de gâchis. Vous parliez de la ressource que peuvent être les personnes âgées qui s'intéresseraient à cette cuisine, à cette gastronomie. Il y a un travail de sensibilisation à faire aussi auprès des jeunes, de la jeunesse, de ouvrir leurs horizons, de ne pas toujours manger au même fast-food. Je ne citerai pas les noms ici, mais la jeunesse est aussi votre cible dans cet événement. Alors, oui, la jeunesse, c'est très important. C'est la raison pour laquelle, à travers les écoles, comme le disait Mohamed, il y a une action déjà pédagogique que j'appellerais sensibilisation. C'est ce qu'on fait là avec notre opération, mais on peut aussi se dire qu'avec le temps, ça peut s'intensifier, ça peut s'organiser et ça peut être, entre guillemets, pour partie banalisé. Pourquoi il n'y aurait pas du poulet yassa une fois par semaine, vous voyez, bon. Et en même temps, je dirais que ça participe d'une politique intelligente d'intégration. Du poulet, il y a ça à la cantine, je suis sûr que beaucoup voteraient pour. Hein. Oui, et le vivre ensemble. Et donc, moi, je suis très confiant dans cette orientation. Il y a aussi, quand on prend les adolescents ou les jeunes adultes, toujours une envie de faire autrement et de découvrir des choses nouvelles. Donc ça, c'est le goût un peu de l'exotique, etc. Donc je pense qu'il faut exploiter cet aspect-là
pour leur faire découvrir et à travers cette découverte fidéliser, c'est-à-dire se dire « Ah, ça me plaît bien, je vais en remanger ». Monsieur Gassama, la cuisine, c'est aussi un élément de vivre ensemble. Quand on connaît les divisions culturelles qu'il y a aujourd'hui, même dans une population française diverse de fait, est-ce que la cuisine peut être ce terreau? On sait très bien que la cuisine africaine, c'est aussi manger ensemble, c'est le partage d'un repas. Cette cuisine peut être le terreau pour résoudre un certain mal-être du vivre ensemble? Oui, et surtout quand vous faites des événements un peu partout, associatifs, de citoyens, voir les mariages, des baptêmes, des choses comme ça. Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est la nourriture, c'est ce qu'on va manger. Et c'est où on va être à table avec les autres personnes. Et regardez même aussi la diplomatie entre les chefs d'État. Qu'est-ce qui se passe quand on fait? C'est un grand banquet. Donc de tout temps, la cuisine a été, je pense, le réceptacle de la discussion et de l'échange. Donc c'est important d'en faire un outil diplomatique, c'est vrai, et de faire un outil économique. Mais voilà, je pense que on ne réinvente pas la roue, ça c'est clair, mais il va falloir effectivement la faire tourner un peu plus vite, un peu plus différemment, et faire en sorte qu'on ait un maximum de monde autour de la table et qui converge vers le même objectif, c'est-à-dire vraiment de faire en sorte que cette cuisine soit une cuisine qui soit connue, reconnue pour ce qu'elle est, ses valeurs et son histoire, son patrimoine. Voilà. Michel Fossard, à cette époque où les idées plus de division ont le vent en poupe, est-ce qu'un plat de mafé ou de poulet yassa dont je parlais peut être cimenter une forme de réconciliation entre les gens? Alors, je pense effectivement la réconciliation, mais je pense aussi au drame que nous vivons aujourd'hui avec notre jeunesse, qui est isolée, qui, à cause des outils qu'on utilise, comme les ordinateurs et les tablettes et tout le reste, a perdu le sens du repas. Et du repas ensemble. Du repas ensemble. Bon. Et je pense, quand je suis affolé, quand je vois par exemple que dans le budget de la sécurité sociale, il y a 16 milliards d'euros pour des consultations psychologiques pour les jeunes. Bon. Et on entend par ici, par là, des difficultés pour cette jeunesse qui a du mal, je dirais, à vivre en société. Hein. Donc ça dépasse même la question du vivre ensemble. C'est de reprendre l'individu pour qu'il soit, je dirais, dans la société. Je pense que par l'approche de la cuisine d'Afrique, on arrive à recréer ce collectif. Et je dirais qu'un effort qu'on pourra développer, c'est, vous connaissez la fête des voisins, ben pourquoi pas développer au niveau de cette fête des voisins des plats africains, une convivialité, et qu'on emmène les jeunes aussi dans cet enthousiasme. Mohamed Gassama, quel message vous auriez à passer à ceux qui hésitent encore à venir à la semaine African Food? Vous allez découvrir beaucoup de choses, vous allez faire un vrai voyage culinaire et je pense un voyage de valeurs et vraiment de partage. Léopold Sédar Senghor disait souvent il y a le donner et le recevoir, donc vous allez recevoir, vous allez donner, parce que vous allez justement goûter et donner vos appréciations, et vous allez beaucoup recevoir parce que justement vous allez redécouvrir des choses nouvelles, ou peut-être redécouvrir des choses que vous avez peut-être connues dans votre enfance. Et faire découvrir aussi, moi, c'est vraiment très important auprès des enfants, justement, toute cette gastronomie, tous ces aliments qui peuvent leur donner des horizons nouveaux. Michel Fossard, vous, le message à apporter à ceux qui hésitent peut-être? Le message, je dirais d'abord avoir cet esprit de découverte, sans aucune arrière-pensée. Se dire aussi qu'à partir du moment qu'il y a cette expression anglaise que j'aime bien, we took lunch together, c'est-à-dire qu'on a partagé par exemple un repas et ça crée de nouvelles relations sociales. Donc au-delà des aspects économiques, on a parlé à travers cette opération, au-delà des aspects nutritifs, je dirais qu'il y a aussi tout cet aspect de la relation sociale qu'on peut retirer à travers cette opération.
Merci beaucoup Michel Fossard, Mohamed Gassama, d'être venus tous les deux donc, sur le plateau du franc-parler nous parler de cet événement, la semaine African Food, donc, qui aura lieu du 24 au 31 mai prochain. Le lieu de l'événement, il y aura plusieurs lieux. Il faut aller sur notre site internet, les www.semaine-african-food.com. Et vous avez tous les détails sur le programme. Eh bien, merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas. Ce sera certainement un moment de grande convivialité. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement pour un nouveau franc-parler sur Espace TV. Le franc-parler, le rendez-vous de l'actualité. Sans langue de bois, sur Espace. Une personnalité de premier plan pour s'exprimer sans filtre sur l'actualité ou sur un moment fort de sa carrière. 52 minutes de vérité, de débat et de confidences exclusives. Le franc-parler, la parole est libre, la vérité s'invite sur le plateau.